Salut tout le monde, avec une autre histoire Reddit. Celle d'aujourd'hui parle d'une jeune femme qui, après des années à être le filet de sécurité financier de sa famille, a décidé de reprendre ce qui lui revenait de droit. C'est le genre d'histoire qui vous tient vraiment en haleine. Installez-vous confortablement, profitez de l'ambiance Minecraft en arrière-plan et entrons dans le vif du sujet. Le titre est « Ma famille a pris ma générosité pour acquise, alors j'ai repris tout ce que je leur avais donné. » Je n'aurais jamais imaginé que je serais celle qui raconterait cette histoire. Et pourtant, me voilà, après avoir passé près d'une décennie et demie comme un sac de frappe émotionnel et une banque personnelle pour ma famille. Je m'appelle Alice, et voici l'histoire de la manière dont j'ai finalement récupéré ma vie. Commençons par le début. Ma sœur, Clara, a toujours été la préférée de mes parents, même si elle a 4 ans de moins que moi. Elle possédait un charisme naturel et une attitude insouciante que je n'avais pas. J'ai toujours été la plus réservée et prudente. Elle était dépensière, ne considérant jamais les conséquences, parce que quelqu'un, généralement moi, viendrait toujours à sa rescousse. Pendant ce temps, j'économisais méticuleusement chaque sou, travaillant à temps partiel tout au long du lycée et de l'université. Après avoir obtenu un diplôme en génie logiciel, j'ai décroché un excellent emploi à Seattle. Il y a 3 ans, Clara a décidé de poursuivre ses passions créatives, ce qui impliquait principalement de travailler à temps partiel dans une boutique appartenant à un ami de la famille et de créer du contenu lifestyle pour les réseaux sociaux. Malgré ses 25 ans, elle vivait toujours à la maison et ne contribuait pas aux dépenses du ménage. En revanche, depuis mes 22 ans, j'envoyais 1 100 $ à mes parents chaque mois pour les aider avec leur hypothèque. On pourrait penser que mon soutien financier me vaudrait un certain respect, mais vous auriez tort. Au lieu de cela, j'étais critiqué pour être trop économe, pour mon mode de vie solitaire et pour ne pas être plus solidaire du parcours artistique de Clara. Quand j'ai acheté une nouvelle voiture après avoir conduit une berline vieille de 10 ans, ma mère a qualifié cela de folie dépensière. Mon père m'a accusé de trahir la famille lorsque j'ai emménagé dans mon propre appartement. Malgré tout, je continuais d'envoyer l'argent. J'espérais qu'il finirait pas par voir que j'avais fait la bonne chose et qu'il serait bon fier. La goutte d'eau a été versée il y a 8 mois, quand mes parents ont annoncé un voyage de 2 semaines au Costa Rica pour célébrer leur 30e anniversaire de mariage. J'étais vraiment heureuse pour eux, ils en parlèrent depuis si longtemps. « Nous emmenons Clara avec nous », a dit ma mère lors du dîner du dimanche. J'ai levé les yeux de mon assiette, confuse. Elle a expliqué que Clara avait besoin de changer d'air pour son blog et que les photos seraient incroyables. « Et moi ?» ai-je demandé, mon père se tortillant inconfortablement. « Clara a besoin de ça en ce moment », a-t-il répondu. Elle a été tellement épuisée émotionnellement en pensant à son avenir. J'ai proposé de payer mon propre billet, mais ma mère a secoué la tête. « Chérie, nous ne pouvons nous permettre d'emmener qu'une seule de vous deux. » Un froid terrible s'est emparé de moi, alors qu'elle continuait. « De plus, je sais comment tu es en voyage. Toujours stressée par les horaires et par le budget. Clara sera beaucoup plus amusante sans toi. De plus, tu peux te permettre de partir en vacances quand tu veux. » Je suis resté là, sidéré, tandis qu'il continuait de planifier, discutant des écologes que Clara avait trouvés sur Pinterest et des activités qu'elle voulait essayer. Personne n'a demandé mes préférences ou ce que j'aurais aimé faire. Je me suis senti complètement invisible. Cette nuit-là, je suis retourné à mon appartement et j'ai fait le point sur ma vie. Pendant près d'une décennie, j'avais payé l'hypothèque de mes parents. J'avais acheté la voiture de Clara quand la sienne était tombée en panne. J'avais payé d'innombrables dîners de famille, des cadeaux de vacances et des dépenses imprévues. Quand mes parents ont voulu de nouveaux meubles et appareils électroménagers, j'ai essentiellement meublé la moitié de leur maison. Et quel était le retour sur cet investissement ? Une famille qui ne me voyait que comme un distributeur automatique sur pattes, trop tendue et ennuyeuse pour mériter une place dans leur voyage de rêve. Mon plan a commencé à se former le lendemain matin. D'abord, je devais connaître l'étendue totale de mes contributions financières. J'ai passé tout le week-end à examiner mes relevés bancaires, mes factures de carte de crédit et mes registres de paiement. J'ai créé une feuille de calcul qui aurait impressionné mes professeurs de finance, enregistrant méticuleusement chaque achat que j'avais fait pour ma famille. Les chiffres étaient stupéfiants. En plus des 110 000 $ de paiements hypothécaires,
il y avait 55 000 $ d'achats directs supplémentaires. La nouvelle cuisinière coûtait 3 200 $. L'ensemble de salon coûtait 5 100 $. J'avais même pris en charge les paiements du prêt auto de 19 000 $ de Clara après qu'elle ait fait défaut. J'avais payé son ordinateur portable, son équipement photo, ses vêtements de marque et ses factures médicales lorsqu'elle n'avait pas d'assurance. Cela s'est additionné. J'avais aussi couvert des dépenses plus petites qui, une fois combinées, étaient massives. Les dîners du dimanche où je payais toujours l'addition. Les courses quand ma mère disait qu'ils n'avaient plus de nourriture. L'essence pour Clara quand elle était au chômage. Et des cadeaux pour leurs amis et leurs familles élargis. J'étais devenue la trésorière de la famille, payant même les abonnements de mes parents au club de golf et leurs journées au spa. En regardant ces chiffres, j'ai ressenti un mélange de confirmation et d'horreur. Confirmé parce que cela prouvait que mes sentiments étaient justifiés. J'avais soutenu financièrement cette famille pendant des années. Horrifié parce que je ne pouvais pas croire à quel point j'avais été naïve, à quel point je m'étais laissé exploiter. La partie la plus douloureuse était de me souvenir de toutes les fois où il m'avait en fait sentir coupable de ne pas en donner plus. Ma mère m'avait traité d'égoïste quand j'avais hésité à co-signer le prêt de Clara. Mon père avait dit que j'avais oublié mes racines quand j'avais suggéré qu'il crée un budget au lieu de m'appeler pour des fonds d'urgence. Pendant des années, j'avais intériorisé leur jugement et négligé mes propres besoins. À quand remontait la dernière fois où je m'étais acheté quelque chose sans me sentir coupable? À quand remontait la dernière fois où j'avais voyagé sans m'inquiéter d'une urgence familiale qui nécessiterait mon argent? Alors que je passais en voiture devant ma maison d'enfance ce dimanche, je la voyais avec de nouveaux yeux. L'extérieur était bien entretenu, le jardin impeccablement aménagé. La voiture parfaitement propre de Clara était dans l'allée. Personne qui y vivait n'avait l'air d'être en difficulté. Ils menaient un style de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre, parce qu'ils savaient que quelqu'un, moi, serait toujours là pour les rattraper. Pendant ce temps, mon propre appartement était petit et fonctionnel, avec des meubles d'occasion. J'avais vécu comme une étudiante pour soutenir la vie de classe moyenne supérieure de ma famille. Le contraste était écœurant. Lundi matin, j'ai appelé mon service des ressources humaines et j'ai demandé s'il était possible de travailler à distance à long terme. À ma grande surprise, ils étaient ouverts à l'idée et étaient déjà en train d'étendre leurs opérations dans un autre État. La conversation a ouvert des possibilités que je n'avais pas envisagées. Je pouvais vivre n'importe où, dans une nouvelle ville où personne ne me connaissait, comme la sœur de Clara ou la fille responsable. Je pouvais me faire de nouvelles amitiés basées sur qui j'étais et non sur ce que je pouvais fournir. J'ai commencé à chercher d'autres pôles technologiques avec des coûts de vie plus abordables. Toutes mes recherches menèrent vers Portland, dans l'Oregon. La ville avait une scène technologique florissante, était un centre pour les loisirs en plein air, et les coûts de logement étaient raisonnables. J'y avais seulement été une fois pour une conférence, mais je me souvenais d'être tombée amoureuse des montagnes. Je n'avais jamais envisagé d'y déménager parce que cela me semblait trop loin des besoins de ma famille. Maintenant, cette distance était un avantage, pas un défaut. Ensuite, je devais comprendre ma situation juridique. J'ai trouvé et pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit de la famille et en recouvrement d'actifs. Je suis venu avec des photos, des reçus et ma feuille de calcul méticuleusement détaillée. « C'est très complet », a-t-elle fait remarquer en scannant mes documents. La plupart des gens ne tiennent pas de registre comme ça. J'ai toujours été obsédé par les finances, ai-je dit. Et je suis contente de tout numériser et de tout classer. Parce que ce que j'ai appris sur la loi sur les dons était à la fois fascinant et frustrant. Elle a expliqué qu'à moins que vous ne transfériez formellement la propriété d'un article, vous le maintenez légalement comme un prêt ou un usage temporaire, même si vous l'avez acheté comme un cadeau. Dans les relations familiales, les contrats formels sont rarement utilisés. Tout est basé sur des accords tacites. Le défi est de prouver l'intention, a-t-elle expliqué. Cela peut devenir compliqué si vos proches affirment que les articles étaient des cadeaux inconditionnels. Je lui ai montré des emails et des SMS documentés. Regardez cet échange à propos du nouveau réfrigérateur. Ma mère a envoyé un SMS. « Merci de t'en occuper jusqu'à ce que nous puissions te rembourser. » Et ici, mon père dit qu'il se rattraperait avec son bonus. L'avocate a souri. « Cela change tout.
S'ils ont reconnu ces articles comme des prêts ou une aide temporaire, vous avez un dossier beaucoup plus solide pour récupérer la propriété. Pour la première fois depuis des années, je me sentais forte. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas égoïste. J'avais été victime d'une exploitation systématique et j'avais le droit de récupérer ce qui m'appartenait. J'ai commencé à faire des plans concrets. J'ai cherché des entreprises de déménagement qui se spécialisaient dans les déménagements sensibles, du genre nécessaire quand les familles se séparent. J'en ai trouvé une avec d'excellentes critiques et j'ai pris rendez-vous pour une consultation. La coordinatrice du déménagement, Patricia, était gentille et compréhensive. « Nous voyons cela plus souvent qu'on ne le pense », a-t-elle dit. Des enfants adultes qui ont soutenu leurs parents et ont besoin de récupérer leurs contributions. La clé est d'avoir la bonne documentation et de déménager rapidement pour éviter les confrontations. « À quelle vitesse ?» ai-je demandé. « Idéalement, tout doit être parti en 24 à 48 heures, a-t-elle répondu. Plus cela prend de temps, plus il y a d'opportunités pour l'ingérence ou les complications juridiques. J'ai prévu le déménagement pour le mercredi suivant leur départ en avion. Cela me donnerait une journée complète pour tout superviser et m'assurer que rien ne serait oublié. La partie la plus difficile a été d'agir normalement lors des derniers dîners de famille avant leur voyage. Je les ai écoutés discuter de leur itinéraire, de l'excitation de Clara pour les séances photos et de leurs suppositions sur les endroits du Costa Rica qu'ils visiteraient. Personne ne m'a demandé des nouvelles de ma vie, de mon travail, ou comment je me sentais à l'idée d'être exclu d'un événement familial aussi important. Lors d'un repas particulièrement éprouvant, ma mère m'a montré des photos d'un éco-lodge qu'ils avaient réservé. « J'en suis amoureuse », a-t-elle lâché. « Il a l'air charmant », ai-je dit, et je le pensais. Clara l'a trouvé sur un site de voyage. Les chambres sont petites, mais l'emplacement est parfait. Mon père a ajouté « On a failli prendre une suite qui aurait pu accueillir 3 personnes, mais c'était juste trop cher. » La nonchalance avec laquelle il a dit cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans cette famille. J'étais, au mieux, une idée de dernière minute, et au pire, une ressource financière. Pendant ce temps, Clara avait posté sans arrêt sur les réseaux sociaux des photos de nouvelles tenues, des captures d'écran de posts Instagram des endroits qu'ils allaient visiter, et des comptes à rebours avant leur départ. Des amis laissaient des dizaines de likes et de commentaires, disant à quel point ils étaient heureux pour elle et à quel point elle allait leur manquer. Personne ne savait que j'avais été laissé derrière. Personne ne mentionnait à quel point je leur manquerais. J'ai commencé mes recherches. J'ai passé en revue chaque achat important que j'avais fait pour eux depuis que leur réfrigérateur était tombé en panne il y a 4 ans. J'avais les reçus et c'était légitimement à moi. Cela comprenait la table et les chaises de la salle à manger, la laveuse et la sécheuse, le MacBook Pro de Clara, le nouveau téléviseur du salon et une trentaine d'autres articles, pour un total de près de 50 000 $. J'ai consulté mon avocate une dernière fois pour confirmer mes droits. Il s'est avéré que, à moins de transférer spécifiquement la propriété avec un document légal, vous êtes toujours propriétaire de l'article que vous avez acheté comme cadeau. J'ai eu de la chance, car la plupart des familles ne signent pas de papier de don. Ensuite, j'ai trouvé un bel appartement à Portland. L'Oregon avait toujours été un état de rêve, mais je n'y avais jamais pensé, parce que je ressentais un fort besoin d'être proche de ma famille. Maintenant, il avait tout ce que j'avais toujours voulu. Des montagnes, des loisirs en plein air et une scène technologique en plein essor. J'ai donné mon préavis à mon appartement actuel, j'ai organisé le déménagement et j'ai commencé à chercher de nouveaux postes à Portland, tout en continuant mon travail à distance. Tout s'est mis en place comme si l'univers était enfin de mon côté. Mon dernier dîner de famille a eu lieu 2 semaines avant leur départ. Ils étaient en extase, me montrant leur plan de voyage et les nouveaux vêtements que Clara avait achetés avec la carte de crédit de ma mère. Personne n'a demandé comment j'allais. « N'oubliez pas de prendre beaucoup de photos », ai-je dit, un sourire sincère perçant à travers des mois d'expression forcée. « Oh, on va le faire », a gazouillé Clara. « Je vais en tirer tellement de contenu. Mon nombre d'abonnés va exploser. »« J'en suis sûr », ai-je dit. Mardi matin, ils sont partis. Alors que nous chargions leurs sacs dans la voiture de mon père, je leur ai dit au revoir depuis l'allée. Dès que leurs feux arrière ont disparu au coin de la rue, j'ai sorti mon téléphone et j'ai passé un appel. « Bonjour, c'est Alice Mitchell. Je voudrais confirmer la prise en charge pour demain matin. » L'entreprise de déménagement que j'avais engagée était passée maître dans l'art des déménagements sensibles.
Ils étaient assez rapides, efficaces, et ne posaient pas de questions. J'avais un inventaire détaillé de tous les articles que j'avais achetés, avec des photos et des reçus. L'avocate avait même créé un document officiel de revendication de propriété au cas où il y aurait des litiges futurs. Le mercredi, le camion est arrivé et ils ont méticuleusement retiré chaque cadeau de famille que j'avais acheté. Ils ont manipulé avec soin le réfrigérateur, le lave-vaisselle et la laveuse, sécheuse. Les meubles ont été emballés et chargés de manière experte. Même les petits articles comme la cafetière, le mixeur, l'ordinateur portable de Clara et l'équipement photo ont été soigneusement emballés. Le jeudi soir, la maison de mes parents avait l'air d'avoir été frappée par la tornade la plus sélective du monde. Tout ce que mes parents ou Clara avaient acheté pour eux-mêmes, y compris toutes les photos de famille, est resté sur les murs. Mais les gros appareils électroménagers avaient disparu, remplacés par des pièces vides, avec des câbles suspendus et des trous. Le vieux canapé et la table basse étaient de retour dans le salon, mais le téléviseur et le meuble TV avaient disparu. La salle à manger avait maintenant la petite table et les 4 chaises qu'ils avaient stockées dans le garage. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions en parcourant la maison pour la dernière fois. C'était gratifiant de voir la preuve physique de mes contributions au fil des ans, mais il y avait aussi une profonde tristesse. En me retirant de leur vie quotidienne, je m'éloignais aussi d'une maison qui contenait des décennies de souvenirs. Je me suis tenu un instant dans la chambre de Clara, fixant l'espace vide où son bureau avait été. Je l'avais meublé avec un nouveau bureau, une chaise et une lampe quand elle avait commencé le collège communautaire, espérant qu'elle aurait un espace d'études dédié. Elle l'avait surtout utilisé pour exposer son maquillage. Maintenant, son vieux bureau branlant du collège était de retour, avec son ordinateur portable perché précairement dessus. J'avais failli laisser l'ordinateur portable, mais il semblait trop intime, trop lié à son travail. Maintenant, en regardant la scène, je n'étais pas sûr si j'avais été assez généreuse. Je suis allé dans la chambre de mes parents et j'ai vu les trous où leur nouvelle commode et leur table de nuit avaient été. Ils étaient de retour à l'utilisation des mêmes vieux meubles usés qu'ils avaient depuis 20 ans. La différence flagrante était impossible à ignorer. J'ai passé le plus de temps dans la cuisine. Le réfrigérateur blanc de 1999, de qualité de base, était maintenant au milieu de la pièce. Une relique qui servait à peine la famille même quand j'étais au lycée. Les comptoirs étaient morts nus sans ma machine à café, mon mixeur et mon robot pâtissier. Ils avaient même ramené le micro-ondes de leur ancien appartement, qui était maintenant sur le comptoir, et prenait un espace précieux. Je n'ai pas oublié que cette cuisine avait été le théâtre d'innombrables repas de famille où j'avais été faite pour me sentir coupable ou ingrate. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était avant mes contributions. La cuisine d'une famille de classe ouvrière avec des appareils électroménagers, dépassés et un espace de comptoir limité. J'ai pris des photos de tout, non par méchanceté, mais pour la documentation. Pour des raisons légales, et au cas où mes proches essaièrent de prétendre que j'avais pris plus que ce que j'avais payé, j'avais besoin de preuves photographiques de l'état de la maison telle que je l'avais laissée. J'ai fait un dernier tour du salon avant de partir. Ils avaient déterré un vieux canapé du garage, avec un imprimé floral fané que ma mère avait toujours détesté. Il y avait une table basse bancale, avec des taches et une table d'appoint tremblante. Le petit, vieux téléviseur de la chambre d'amis, que j'avais remplacé, était de retour à sa place. La pièce semblait figée dans le temps, un rappel de leur situation financière, avant mon soutien. Assise là, je me suis souvenu d'avoir passé des heures sur le vieux canapé avec ma famille, à regarder des films ou à aider Clara avec ses devoirs. Ces souvenirs étaient maintenant entachés par la connaissance que ma famille avait considéré mes contributions comme des obligations plutôt que des cadeaux. Je savais que je ne reverrais probablement jamais cette maison, ou si je le faisais, notre relation serait complètement différente. Même si nous nous réconcilions, ce qui semblait hautement improbable, je ne serais plus jamais la personne qu'ils appelleraient quand ils auraient besoin d'argent. Ma sécurité financière ne serait plus sacrifiée pour leur commodité. C'était comme si, en retirant mes affaires de la maison, j'avais non seulement enlevé sa fonctionnalité, mais aussi son potentiel. Une maison de classe moyenne, habitée par des gens de classe moyenne, vivant une vie de classe moyenne. Ce n'était pas intrinsèquement mauvais, mais ce n'était certainement pas le luxe de la classe moyenne supérieure auquel ils s'étaient habitués. J'ai verrouillé la porte, j'ai glissé la clé et une note que j'avais écrite dans la fente à courrier, et je suis parti. J'avais officiellement fermé ce chapitre de ma vie. La note sur le comptoir de la cuisine
était courte et directe. Veuillez noter que j'ai récupéré tous les articles que j'ai achetés pour la famille au fil des ans. J'ai les reçus pour tout ce qui a été retiré. Des copies des documents ont été placées sur le comptoir pour votre référence. J'ai déménagé à Portland et je ne reviendrai pas. Vous n'avez pas à vous soucier des paiements hypothécaires que j'ai faits. J'ai calculé que mes contributions à votre maison au fil des ans dépassent la valeur des articles que j'ai pris, alors considérons que nous sommes quittes. J'espère que vous avez passé de merveilleuses vacances. PS Clara, je ne vais plus payer pour ton style de vie. Tu devrais probablement te trouver un travail. Ton ordinateur portable est dans ta chambre. Samedi matin, j'ai chargé ma remorque U-Haul avec mes affaires personnelles et je suis parti. Alors que je conduisais, un poids s'est levé de mes épaules, comme si je me débarrassais d'années de ressentiment et de déception. Ma famille m'est revenue du Costa Rica le dimanche. À 23h37, mon téléphone a commencé à sonner. Ce soir-là, j'assemblais des meubles dans mon nouvel appartement à Portland. De vrais meubles que j'avais achetés pour moi-même avec mon propre argent. J'ai ignoré les appels. Le barrage a continué. De ma mère, de mon père, de Clara, et même de certains parents éloignés qui avaient apparemment rejoint la cause. Tous sont allés à la messagerie vocale. J'ai écouté les messages le lundi matin. Ma mère était hystérique. « Alice, qu'as-tu fait? La maison est vide. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes ta famille. » Le message de mon père était un mélange de fureur et de confusion. Comme prévu, celui de Clara était du pur drame. « C'est du vol, Alice. Tu ne peux pas simplement prendre des choses parce que tu les as payées. C'était des cadeaux. Tu as tout ruiné. Comment suis-je censé travailler sans mon ordinateur? Tu détruis ma carrière avant même qu'elle ne commence. » Chacun des 19 messages vocaux était plus venimeux que le précédent. Ils étaient tous concentrés sur ce que j'avais pris, pas sur ce que j'avais donné. Ils n'ont jamais mentionné la douleur d'avoir été laissés derrière lors de leur voyage. J'ai bloqué tous leurs numéros et supprimé les messages. Le mardi, l'avocate que j'avais consultée m'a appelé. Mes parents avaient apparemment déposé un rapport de police pour vol, même après que mon avocate leur ait faxé tous les documents. « Votre fille aurait les reçus pour tout », l'officier aurait dit à mon père. « Elle a payé pour ça. Elle en est propriétaire. C'est au mieux une affaire civile et franchement, elle a un dossier plus solide que vous. » Le mercredi, ma boîte de réception a été inondée d'emails, de longs messages décousus remplis de manipulations émotionnelles et de culpabilité. La lettre de ma mère se lamentait de l'embarras qu'elle ressentait que les voisins puissent voir l'état de la maison. L'email de mon père se concentrait sur le coup de tout remplacer. L'email de Clara était un chef-d'œuvre d'égoïsme, décrivant comment mes actions égoïstes affectaient négativement son bien-être mental et son flux créatif. Je les ai survolés et j'ai mis en place un filtre de suppression automatique. J'en avais marre d'être le réceptacle de leur bagage émotionnel. Le vendredi, j'avais commencé mon nouveau travail dans une start-up technologique à Portland. C'était excitant et stimulant. Mes collègues étaient rentés gentils, et mon patron s'intéressait sincèrement à moi en tant qu'employé et à mon développement professionnel. Mon salaire était le plus élevé que j'avais jamais eu, et pour la première fois en tant qu'adulte, j'étais libre de dépenser chaque centime pour moi-même. 3 semaines plus tard, une lettre certifiée d'un cabinet d'avocats est arrivée dans ma boîte aux lettres. Mes parents menaçaient de me poursuivre en justice pour récupérer leurs biens. Je l'ai transmise à mon avocate. Elle a appelé le lendemain, à peine capable de contenir son rire. « Ils n'ont aucune base légale », a-t-elle dit. « Je vais leur envoyer une réponse décrivant votre documentation et suggérant qu'ils abandonnent avant d'accumuler plus de frais juridiques qu'ils ne peuvent en se permettre. » Les menaces légales semblaient reprendre fin là. 1 mois plus tard, ma cousine, Lena, m'a appelé. Elle avait trouvé mon nouveau numéro et était la seule parente avec qui j'avais eu une relation cordiale. « Alice », a-t-elle dit doucement, « je sais qu'il y a 2 versions à chaque histoire, mais je dois te demander, as-tu vraiment vidé la maison de tes parents pendant qu'ils étaient en vacances? » J'ai repris les choses que j'ai achetées au fil des ans, ai-je dit. J'avais payé pour tout ce que j'ai retiré. Il y eut un long silence. « De quelle quantité de choses parle-t-on » a-t-elle demandé. Je lui ai donné une ventilation approximative. Une autre longue pause. « Waouh, Alice, je n'avais aucune idée que tu avais acheté autant pour eux. Ils ne l'ont jamais mentionné. »« Tu plaisantes, » ai-je dit, ma voix s'élevant. « Ils racontent à tout le monde que j'ai volé leurs affaires par dépit parce que je n'ai pas été invité au voyage.
Ils ont fait comme si j'avais pris des héritages de famille et des cadeaux de mariage. J'ai laissé tout ce qui leur appartenait vraiment, ai-je dit. Chaque photo de famille, chaque bijou, chaque article de valeur sentimentale. J'ai seulement pris les choses pour lesquelles j'avais des reçus. Lena est restée silencieuse un instant. Tu sais quoi? Tant mieux pour toi. Je me suis toujours demandé pourquoi tu continuais à leur donner de l'argent alors qu'ils te traitaient trop comme de la merde. La conversation m'a donné l'espoir que tout le monde ne me verrait pas comme la méchante de l'histoire. 2 mois plus tard, Clara a appelé d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a eu le dessus. « Alice !» a-t-elle dit, sa voix petite et différente du ton enflammé de ses messages vocaux. « S'il te plaît, ne raccroche pas. »« Qu'est-ce que tu veux, Clara ?» Sa voix était à peine un murmure. « J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de marketing, un poste d'entrée, mais c'est un vrai travail avec des avantages. »« Félicitations, » ai-je dit. « Je voulais en m'excuser, » a-t-elle dit, sa voix se brisant. « Je n'ai jamais réalisé à quel point tu as fait pour nous. Je savais que tu aidais, mais je n'ai pas compris l'étendue de la chose jusqu'à ce que tout soit parti et que maman et papa ne puissent rien remplacer. Ils ont vraiment du mal, Alice. Papa parle de prendre un prêt pour un nouveau réfrigérateur. Maman fait la lessive à la laverie parce qu'ils ne peuvent pas se permettre une nouvelle machine. Ils le faisaient avant que je ne m'implique, ai-je dit simplement. Ils vont s'en sortir. Je sais que tu es en colère et tu en as tout à fait le droit. Mais ne pourrais-tu pas au moins aider avec les bases, juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied? Voilà, l'excuse, suivie de la demande d'argent. Non, ai-je dit platement. Mais Alice, j'ai passé 12 ans à être le filet de sécurité financier de ta famille, ai-je dit. Pendant 12 ans, je me suis assuré que tout le monde était à l'aise, pendant que j'étais traité, comme si je n'avais pas d'importance. J'en ai assez. Alors c'est tout? Tu vas juste nous abandonner? Clara, tu as 25 ans avec un emploi et pas de dépenses majeures, ai-je dit. Maman et papa ont la cinquantaine avec leurs propres revenus et une hypothèque partiellement payée grâce à mes contributions. Vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes juste plus subventionné. Elle a raccroché sans dire au revoir. 3 mois plus tard, mon amie du lycée, Anna, qui avait parlé à ma mère au supermarché, m'a demandé en amie sur Facebook. Ta mère semble penser que tu as fait une sorte de dépression et que tu es parti sur un coup de tête, m'a-t-elle envoyé un message. Elle demande aux gens s'ils savent comment te contacter parce qu'elle s'inquiète pour ta santé mentale. Je voulais juste que tu saches quelle histoire elle raconte. J'ai remercié Anna et j'ai mis à jour mes paramètres de confidentialité. C'était le droit de ma famille de transformer mon histoire en une où j'étais une fille instable qui avait fait une dépression. Les gens qui comptaient connaissaient la vérité. Je m'épanouissais dans ma nouvelle vie depuis 6 mois. Ma carrière décollait. J'avais des amis sincères qui m'aimaient pour qui j'étais et non pour ce que je pouvais fournir. J'ai commencé à faire de la randonnée dans les magnifiques montagnes de l'Oregon chaque week-end. J'étais capable d'économiser de l'argent sans me sentir coupable et j'ai acheté une nouvelle voiture que j'avais choisie pour moi-même, pour la première fois. J'ai aussi commencé à sortir avec quelqu'un que j'ai rencontré dans mon groupe de randonnée. Ben était un développeur de logiciels gentil qui partageait mes valeurs de prudence financière et de communication ouverte. Même après que je lui ai donné la version condensée de l'histoire de ma famille, il n'a pas essayé de me convaincre de faire la paix. Il a simplement dit « On dirait que tu as pris une décision saine », avant de passer à parler de nos plans pour le week-end. Sa réaction était exactement le genre de validation que j'espérais. Lena m'a rappelé le mois dernier. « Je voulais te faire savoir », a-t-elle dit. « Tes parents prévoient de se rendre en voiture à Portland pour te faire une surprise pour ton anniversaire. » Je me suis senti engourdi. « Comment ont-ils eu mon adresse ?»« Je ne sais pas, » a-t-elle dit, « mais ils sont convaincus que s'ils se présentent et te parlent en face à face, ils peuvent en te convaincre de rentrer à la maison et de tout arranger. » Lena, tu dois comprendre quelque chose. Je ne veux pas arranger les choses. Je ne veux pas qu'ils me rendent visite. J'ai construit une nouvelle vie ici, et je suis heureuse pour la première fois depuis des années. Elle a rapidement dit « Je comprends. C'est pour ça que je te préviens. Peut-être que tu pourrais partir en ville ce week-end-là. » Je n'ai rien laissé au hasard. J'ai appelé mon avocate, qui a rapidement envoyé une lettre de mise en demeure avertissant contre le harcèlement et leur interdisant de me contacter ou de se rendre à mon domicile. J'ai également alerté la réception de mon immeuble d'appartement
et améliorer mon système de sécurité. Mon anniversaire a été calme et paisible. Ils n'ont jamais dépassé le hall de l'immeuble. C'était il y a 2 semaines. Je n'ai plus entendu personne depuis, et j'espère que le message est enfin passé. Le silence a été à la fois réconfortant et troublant. Après des années de communication constante, des appels pour de l'argent, des SMS sur les obligations familiales, des emails avec des liens vers des choses que Clara voulait que j'achète, le manque total de contact me semble étrange. Je me surprends à vérifier mon téléphone plus que d'habitude, non pas parce que j'espère avoir de leurs nouvelles, mais parce que ce calme inhabituel me rend nerveuse. Pour combler ce vide, j'ai commencé de nouvelles activités et de nouvelles relations. Ma semaine tourne maintenant autour du groupe de randonnée et j'ai rejoint un club de lecture. Je prends enfin un cours de photographie le week-end, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais pris le temps, étant trop occupé à éteindre les feux des autres. Ben a été incroyablement solidaire pendant cet ajustement, et je ne l'ai pas accablé avec les détails de mes problèmes familiaux, mais il semble comprendre. C'est une bouffée d'air frais d'être avec des gens qui me connaissent comme Alice, l'ingénieur en logiciel qui aime les sentiers de montagne et la bière artisanale. Pas comme Alice, le distributeur automatique de la famille avec des problèmes de culpabilité complexes. Pour la première fois de ma vie, j'ai aussi commencé à travailler avec un conseiller financier. On ne peut pas planifier l'avenir quand on envoie toujours de l'argent pour aider les autres. J'apprends maintenant sur les comptes de retraite, les stratégies d'investissement et les objectifs d'épargne. C'est embarrassant que j'ouvre seulement mon premier compte de retraite individuel à l'âge de 29 ans, mais mieux vaut tard que jamais, maintenant que mon revenu est vraiment le mien. La conseillère a été choquée quand elle a examiné mes dépenses passées. Vous souteniez essentiellement un ménage de 3 adultes en plus de vos propres dépenses, a-t-elle dit. Pas étonnant que vous ne construisiez pas de richesse, malgré un bon salaire. C'est à la fois fascinant et frustrant de regarder les projections de ma situation financière dans 5 ou 10 ans si je continue d'économiser à mon rythme actuel. Fascinant, parce que les chiffres sont assez importants. Je pourrais acheter une maison comptant, faire plusieurs voyages et peut-être même prendre ma retraite tôt. Frustrant parce que cela montre combien d'argent j'ai gaspillé sur des gens qui ne l'ont pas apprécié. Je me suis demandé comment ma famille faisait face à leur nouvelle réalité. Léna a fourni des mises à jour peu fréquentes, suggérant que la transition a été difficile. Ma mère aurait passé le premier mois à se plaindre aux voisins d'à quel point j'étais ingrate, se faisant passer pour la victime malheureuse d'une dépression d'une fille ingrate. Léna m'a dit lors de notre dernière conversation « Elle n'arrête pas de dire à quel point tu as changé. Tu étais si généreuse et orientée vers la famille, et maintenant tu es égoïste et froide. » Elle semble vraiment confuse quant aux raisons de ton départ. Le manque de conscience de ma mère est flagrant, alors qu'elle blâme mon caractère changé, plutôt que la dynamique familiale dysfonctionnelle qui m'a éloigné. Pendant ce temps, Clara a dû faire face à la réalité d'être une adulte avec de vraies factures à 25 ans. Léna a dit qu'elle se plaignait de devoir payer sa propre nourriture et son essence, et qu'elle avait du mal à se rendre à son nouveau travail parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire réparer sa voiture. Elle a demandé si tu pouvais aider avec la voiture, a dit Léna avec prudence. Je lui ai dit que ce train était passé. Il était notable que même après tout cela, Clara cherche toujours des solutions externes à ses problèmes. Elle ne sait pas comment économiser de l'argent, chercher des options de financement ou ajuster son style de vie à son revenu réel. Mon père, semble-t-il, a adopté une approche plus pratique, priorisant le remplacement des articles essentiels plutôt que d'essayer de restaurer leur ancien style de vie. Il aurait fait des heures supplémentaires pour compenser ses coûts imprévus. Léna a dit qu'il semblait quelque peu soulagé, comme s'il savait qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens, mais ne savait pas comment arranger ça. Le commentaire était resté dans mon esprit pendant plusieurs jours. Est-ce que mon aide financière permettait à ma famille de vivre un style de vie insoutenable? Est-ce que je les aidais à éviter les choix difficiles qui les auraient finalement rendus plus financièrement responsables? Alors que je réfléchis, je ne peux m'empêcher de penser à toutes les années que j'ai passées à me stresser pour leur loyer, leurs services publics et leurs dépenses imprévues. Je me souviens de nuits à blanche à essayer de trouver comment je paierais une facture imprévue ou une réparation. Ils n'ont jamais eu à s'inquiéter de cela parce que j'étais toujours là pour les rattraper. Ils n'ont jamais eu à dire non à un achat parce qu'ils pouvaient toujours compter sur moi pour payer la note. Je les avais protégés des vraies conséquences de leurs décisions parce que le fardeau était toujours placé sur moi.
En essayant de les aider, je me suis fait du mal à moi et à eux. Parfois, les gens me demandent si ma famille me manque ou si je regrette ma décision. Pour être honnête, c'est compliqué. Est-ce que l'intimité de ma famille et les gens qui m'ont connu toute ma vie me manquent? De temps en temps. Est-ce que je me sens mal d'avoir été ferme et de ne pas m'être laissé exploiter? Pas une seconde. Ce que j'ai appris, c'est qu'être lié à quelqu'un ne lui donne pas le droit de mal vous traiter. J'ai appris que la générosité financière ne vaut rien sans une décence de base et du respect. J'ai appris que ma valeur est plus que ce que je peux fournir. Ma nouvelle vie est centrée sur mes valeurs, mes objectifs et mon bonheur. Et le changement est incroyable. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez traversez quelque chose de similaire, vous sentant comme un compte bancaire plutôt qu'une personne, donnant à plusieurs reprises sans jamais rien recevoir en retour, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des options disponibles pour vous. Personne n'a le droit de s'attendre à ce que vous continuiez à les soutenir financièrement, surtout s'ils ne montrent aucune gratitude. Si quelqu'un vous traite constamment comme un étranger et méprise vos sentiments, vous n'avez aucune obligation de faire partie de sa vie. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de vous en aller. J'ai accepté la vérité que la compréhension de ma famille n'est pas essentielle à mon bonheur. J'établis de nouvelles traditions avec ceux qui m'acceptent à bras ouverts. Je planifie des voyages passionnants vers des destinations de mon choix, avec des personnes qui chérissent pour ma compagnie. J'ai cessé de soutenir les objectifs des autres et j'ai commencé à épargner pour les miens. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne me suis jamais senti aussi en paix. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec moi pendant que nous traversions tout ce drame familial. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé et restez pour d'autres histoires avec l'ambiance Minecraft habituelle en arrière-plan. On se retrouve dans la prochaine.